Alors, j'hésite entre une présentation africaine et une présentation occidentale. Alors, qu'est-ce que vous me suggérez comme présentation? Je fais les deux ou bien je fais une seule? Là, il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Oui. Alors, pour une fois, je vais faire le choix de la présentation africaine. D'accord. Dans ma tradition, la tradition est quand la présentation procède de la civilisation de l'être. Qui je suis? Qui sont mes parents? Qui sont mes ancêtres qui ont permis que je sois vivant aujourd'hui? Alors permettez-moi de me présenter selon les us de la tradition africaine que je représente aujourd'hui, la tradition Ekan, ce qu'on appelle Fan, Beti, Boulou en Afrique centrale. Oui. Selon ces traditions, je suis Meye Ngomo, fils de Ngomo Mbe, fils de Mbe Abosolo, Abosolo Obama, Obama Moto, Moto Ngongo, Ngongo Eyele, Eyele Obama, Obama Asso, Asso Mesebe, Mesebe Ba, Eba Misem, Misem Ze, Zonso, Songoro, Ngoro Boa, Oboa Mokom, Mokom Bokoko, Bokoko Bomba, Mba Asso, Asso Ntumu, Ntumu Ekan, je suis un Ekan Rabia. Voilà, je viens de décliner là mes ancêtres, ceux qui ont permis que je sois vivant aujourd'hui. Je suis donc du clan Zomniat et de la tribu Eba, du peuple Ntumu et de la grande nation Ekan que l'on retrouve dans 6 pays de la zone CEMAC. Voilà ma présentation africaine. Allons-y à la première question. Pourquoi vous êtes à Bamako ici, M. Privat Ngomo? Je suis venu à Bamako avec 2 casquettes. La première casquette est celle de président de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté, en abrégé ONS, qui est une plateforme fédérative de plusieurs associations africaines souverainistes et panafricanistes qui ont décidé de mutualiser leurs efforts pour vaincre un ennemi, car la France-Afrique est un ennemi commun. Pendant plus de 62 ans, nous avons essayé seuls de l'affronter, on n'y arrive pas. Maintenant, nous nous mettons ensemble et nous allons attaquer la bête pour en finir avec elle. La bête, c'est qui? La bête, c'est la France-Afrique, c'est-à-dire une pieuvre qui a sa tête au Gabon et en Côte d'Ivoire à cause des bases militaires, et qui a ses pieuvres dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone et qui nous maîtrise. Il nous faut donc tuer la bête en plantant un pieu dans la tête du poulpe. C'est ce qu'on va faire. Et pour ce faire, justement, on a besoin d'avoir la solidarité et la force de tous les Africains unis. Le Gabon seul ne peut pas réussir. Mais pourquoi vous avez porté votre choix sur Bamako? Bamako. Alors, depuis que la révolution populaire qui a fait tomber le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta s'est réalisée dans votre pays, le Mali, et à Bamako, toute l'Afrique, le monde entier regarde Bamako. N'est-ce pas? Et nous ne voulons même pas repartir dans le passé, à l'époque de l'Empire du Mali, ou alors de la charte du Mandé, qui a posé les bases d'une civilisation africaine qui respecte les droits de l'homme. Non, on ne va même pas encore si loin. On a l'actualité là. Ce que Bamako est en train de faire est une leçon de souveraineté, de dignité et de respectabilité que les Africains montrent au monde entier. Donc, un Africain qui est relativement au fait des questions, des enjeux de ce monde, ne peut pas rester insensible à l'expérience malienne. Il faut donc venir à Bamako, car le destin du Mali et le destin de l'Afrique se joue ici. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour parler de la conférence de Bamako. Voilà ma raison. Et vous êtes à Bamako, on va venir à côté de Boubacar Bokoum. Boubacar Bokoum, vous êtes chef de parti politique et M. Ngomo vient d'affirmer tout de suite que le Mali est l'un des pierres angulaires de la lutte panafricaniste. Comment vous voyez en tant que chef d'un parti politique au Mali ici? Écoutez, c'est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que je reçois aujourd'hui mon frère devant cette tribune pour parler effectivement du rôle que joue le Mali aujourd'hui dans la lutte panafricaine. Vous savez,
c'est important d'abord que les uns et les autres comprennent la notion de la souveraineté que nous partageons en réalité. Parce que nos États, en réalité, ont toujours été gérés par des chefs d'État mis en place par l'oligarchie occidentale, ce qu'il a appelé la bête. La bête n'est autre chose que tout ce qui est les intérêts financiers du capital bancaire mondial. Et il y a une grande couleuvre qui s'appelle la famille Rothschild, une famille juive qui détient l'économie mondiale, qui manipule l'économie criminelle, qui fait et défait, qui décide aujourd'hui d'aller au dépeuplement du continent africain pour s'accaparer de ses ressources. Alors tous ces mécanismes mis bout à bout montrent qu'effectivement, dans le principe de la balkanisation du continent, comme il l'a dit, individuellement, aucun de nos pays ne peut se débarrasser de ces tentacules. Donc, nous pensons à un moment donné que cette intelligence de fractionnement a fragilisé suffisamment les États. Et effectivement, l'échec de Nkrumah en son temps a pris sa naissance là, dans l'esprit de la balkanisation, de l'esprit de l'élite africaine. Parce qu'au lieu de faire face au continent africain dans sa globalité, comprendre que nous avons les mêmes problèmes et que nous devons tous nous mettre ensemble pour trouver les solutions des problèmes, l'intelligence a été de nous fractionner pour que chacun dise, parce qu'on a créé l'esprit de la compétition, pour que chaque État individuellement dise, oui, moi je suis le plus développé. Le Sénégal dira que oui, moi mon taux de croissance il est à 4, il est à 6. Oui. La Côte d'Ivoire vous dira qu'effectivement ils sont à 40% actionnaires de la BCEAO, donc c'est un pays émergent. Ce qui est entièrement faux. Aucun pays de l'Afrique subsaharienne adossé à la France n'est un pays développé. C'est faux. Ni émergent. C'est archi faux. Donc cette intelligence de fractionnement et de la division, et en mettant des degrés d'évolution pour nous mettre dans l'esprit la compétition et nous faire croire que l'autre avance et l'autre n'avance pas, alors que personne d'entre nous ne bouge en réalité, fait qu'effectivement nous avons du mal à être unis. Il faut qu'à un moment donné, que les Ivoiriens qui voient les infrastructures pousser comme des champignons à Abidjan comprennent que ces infrastructures ne les appartiennent pas. Ça appartient au capital financier. Les entreprises qu'ils ont là-bas ne les appartiennent pas. Ça appartient à Bolloré, à bien d'autres multinationales en France. Le Sénégal, c'est pareil, Orange France. Et chez nous, Orange Mali. Donc, il faut qu'à un moment donné, qu'on comprenne que si nous voulons rentrer dans la logique de la souveraineté, il faut que nous soyons nous-mêmes et que nous soyons ensemble. C'est là que nous allons être à mesure d'avoir un satellite pour notre téléphonie, pour l'Afrique. Avoir la monnaie unique pour l'Afrique. Avoir une économie unique pour l'Afrique. Et nous allons définir une politique commune, être les États-Unis d'Afrique. C'est à ce moment qu'effectivement l'Occident va commencer à nous respecter. Et tant que nous n'aurons pas atteint ces objectifs, ça veut dire que nous prêchons dans le désert. Donc c'est pour vous dire effectivement que l'arrivée de M. Ngomo au Mali montre à suffisance que cette génération qui a trahi est en train de disparaître. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse consciente qui a fait les mêmes études que ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui la France. Macron ne nous apprend rien en économie. Macron ne peut pas nous apprendre comment on gère un pays. Alors, on est surpris que nos chefs d'État, pour la plupart, ont peur d'affronter cette bête. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération qui a décidé de le faire pour le bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants. Vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'affronter la France au Mali ici? Il ne s'agit pas d'affronter la France au Mali parce que les gens ils déplacent le problème. Il s'agit d'affirmer, de réaffirmer la souveraineté de l'État du Mali. Parce que quand les gens parlent de la France, on voit la France. Mais qui est derrière la France? Les multinationales, ce n'est pas que la France. Les États-Unis sont derrière la France. Parce que quand vous voyez comment le Mali est aussi pauvre alors que nous avons des ressources, c'est l'ajustement structurel. C'est la dévaluation des francs CFA. C'est la monnaie. C'est l'emprise que ces pays ont sur notre économie. Et le FMI et la Banque mondiale est un tandem de la France et des États-Unis. Donc les gens ne voient pas les États-Unis, alors que le grand prédateur, c'est les États-Unis. C'est la doctrine anglo-saxonne qui engendre même l'esprit de la colonisation. Et ça date de 1496 à travers Harriet, qui a donné une lettre patente à la famille Cabot, qui au départ était un Italien, mais qui s'est naturalisé anglais, à qui on a donné beaucoup d'argent pour venir visiter et prendre les terres et les donner aux colons. Et donc, si vous avez une telle doctrine qui est enclenchée par les États-Unis, entretenue par l'Angleterre, et les États-Unis utilisent ce même phénomène
au Canada pour mettre les Indiens dans les réserves. C'est les Indiens qui sont les propriétaires des richesses de cette zone. Donc, cette même doctrine est là en Afrique et ça nous empêche de profiter de nos ressources. Donc, il ne s'agit pas de la France en tant que telle. Il s'agit d'un système financier mafieux qui, à travers le système des Nations Unies, parce que là aussi, il faut qu'on en parle. Les Nations Unies, c'est en 1945. Oui. Et en 1945, quel était cet État africain, à part un ou deux pays de mémoire, qui étaient indépendants en 1945? À la conférence de Yalta, on n'était pas présent. En 1885, quand on divisait l'Afrique, on n'était pas présent. Alors, est-ce que les Nations Unies ont été faites pour nous, nos intérêts? Je suis désolé. C'est pour les intérêts des gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous ne sommes pas acteurs des gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, quand bien même on a été utilisé comme chair de canon à la Deuxième Guerre mondiale. Mais en retombée, qu'est-ce qu'on a eu? C'est Tcharoï qu'on a eu. Des millions de tirailleurs massacrés à Tcharoï parce que simplement, ils ont revendiqué leur solde. Alors, vous pensez que de ce postulat, nous devons être encore dans la constipation intellectuelle pour continuer à accepter que ce même principe, que ce même dictat, que ces mêmes mécanismes qui ne disent pas leur nom continuent à gouverner nos États. Donc, on s'est dit, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Donc, ce qui se passe à Bamako, il ne s'agit pas d'un affrontement entre Bamako et Paris. Il s'agit de dire que le Mali veut avoir sa souveraineté économique, monétaire et financière pour pouvoir décider par lui-même ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Ce n'est pas à Paris de nous dire qu'on doit négocier par exemple avec Iyad Agali ou avec Amadou Koufa. Ce n'est pas à la France de nous dire comment nous devons gérer nos entreprises. Ce n'est pas à la France de nous dire quel président nous devrions avoir, quel président respecte les dictats de Paris ou pas. Donc cette soi-disant communauté internationale est en général un club de voyous. Donc, il faut renégocier. Il faut aujourd'hui que nous disions à la face du monde qu'on ne va plus se laisser gérer par des voyous, par des voleurs, par des usurpateurs, par ceux qui sont dans le blanchiment, dans la corruption et dans la dissimulation de la richesse. Donc, nous voulons aujourd'hui que l'Afrique soit gérée par des fils dignes de ce pays. Donc, il faut que nous soyons capables de travailler à retrouver notre dignité, à restaurer la grandeur de notre société. Il a fait allusion à Kourkan-Fouga. Il faut restaurer. Et il faut aujourd'hui que la jeunesse arrête d'être formé pour aller dans la rue ou être formé pour aller se battre au front, alors que nous faisons aujourd'hui un combat qui n'est pas le nôtre. Le terrorisme n'est pas notre combat. C'est un mécanisme mis en place par l'Occident à travers la CIA et bien d'autres sociétés affiliées à la mafia internationale qui nous imposent ce combat. Alors pourquoi nous devrons tuer nos enfants? Pourquoi nous devrons mettre autant de richesses pour défendre notre pays, alors que nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive? Donc, à un moment donné, ce qui se passe à Bamako, c'est le déclic, parce que l'État du Mali est le précurseur de l'unité africaine. L'État du Mali va permettre aujourd'hui à tous les Africains de comprendre qu'à partir du Mali, nous pouvons fédérer l'ensemble du continent africain. D'accord. Monsieur Privat Ngouma, aujourd'hui, quelle influence l'extension, quelle est l'influence ou l'extension du mouvement panafricaniste en Afrique ici, aujourd'hui? En Afrique, au Mali, en Afrique, au Gabon? Partout en Afrique. Alors, il faut dire que, de manière historique, il y avait quelques intellectuels et quelques hommes politiques africains qui étaient gagnés à cette pensée panafricaniste. Nous pensons à Sékou Touré, à Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere et les autres. Ils n'étaient pas très nombreux. Oui. Et les populations n'étaient pas également édifiées sur cette idéologie pourtant très importante. Oui. Et ces leaders qui ont eu le pouvoir n'ont pas réussi en 1963 à imposer les États-Unis d'Afrique. Kwame Nkrumah a été battu par Houphouët-Boigny, par Léon Mba et par tous ceux qui, dans le groupe de Moronvia, ne voulaient pas d'une Afrique fédérale, ils voulaient d'une Afrique en coopération d'État. Et c'est ce qui est arrivé. 62 ans après, quel est le bilan? Le bilan, c'est que l'Afrique, c'est 54 pays africains, micro-États, faibles, appauvris, qui ne peuvent pas résister à la puissance aujourd'hui du bloc occidental qui continue à agir en prédation sur nos terres et nous humilie en permanence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être faut-il revoir sa copie. Il faut peut-être changer son fusil d'épaule. Et c'est ce qui est entrepris. Aujourd'hui, le panafricanisme... C'est vous qui êtes en train de changer le fusil d'épaule aujourd'hui. Mais
nous, mais tous ceux qui ont Parce que compris... tous ceux qui ont entrepris la fois passée, par exemple dans les années 60, sont voués, si on peut le permettre, à l'échec. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de changer le fusil d'épaule. Bon, est-ce qu'ils ont été voués à l'échec? Ils ont été assassinés. Ils ont été écartés. Ça, c'est pas l'échec? Non, c'est pas l'échec. C'est-à-dire que s'ils avaient conduit la politique sans avoir été assassinés, ben, certainement qu'ils auraient réussi. Écoutez, si on avait assassiné De Gaulle, car c'était possible, hein, De Gaulle a été condamné comme traître à la patrie française lorsqu'il a refusé les instructions et les ordres du maréchal Pétain qui avait fait allégeance au Troisième Reich allemand. Tout à fait. Donc, si on avait tué De Gaulle, est-ce qu'il y aurait eu la résistance? Non. Si on avait tué Winston Churchill, est-ce que l'Allemagne nazie n'allait pas dominer toute l'Europe? On appelle ça en français uchronie, c'est-à-dire une hypothèse historique qui ne s'est pas réalisée. Donc, quand on tue les Africains qui ont une vision fédérale, c'est parce qu'on sait que c'est la seule voie possible pour que l'Afrique devienne ce grand pôle puissant, respectable, qui va disposer de ses ressources, de ses richesses. Donc, il est important pour le bloc occidental d'assassiner les illustres fils africains et de faire venir, comme disait Modibo Keïta, les mauvais fils au pouvoir. Et actuellement, en Afrique francophone, on n'a que des mauvais fils, des personnes les moins qualifiées, des personnes qui sont avides d'argent, qui sont cupides et qui prennent leurs ordres auprès de leurs maîtres occidentaux et qui ne sont pas du tout en phase avec les populations. Donc, nous sommes en train de dire à la jeunesse africaine que nous allons changer de cap. Et c'est la raison pour laquelle je suis à Bamako pour présenter la conférence de Bamako. C'est avec cette conférence que nous changeons notre fusil d'épaule. Donnez-moi 2 minutes. C'est quand cette conférence? Justement. Cette conférence, nous souhaitons la faire le 8, 9 et 10 juillet 2023 prochain. Ce sont des dates qui sont provisoires et comme nous souhaitons avoir la participation de l'État malien, il reviendra donc à la puissance publique de nous fixer les dates qui conviennent le mieux par rapport à l'agenda républicain. Donc, nous avons suggéré pour l'instant ces dates-là. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons y faire à la conférence de Bamako? Il y a eu une conférence qui s'est tenue en 1884 et 1885. Je ne vous l'apprends pas, c'est la conférence de Berlin qui a été initiée par le chancelier allemand Otto von Bismarck et qui a convié l'Europe, les Européens, sans les Africains, à cette conférence de Berlin et ils ont partagé l'Afrique. Et ils se sont chacun donné un morceau de l'Afrique. Donc, voilà une décision qui a été faite sans nous, il y a de cela plus d'un siècle. Sans nous et contre nous. Et aujourd'hui, cette réalité, ce paradigme demeure. Les Africains sont encore dans ces logiques de frontières artificielles mises en place par le Congrès de Berlin. Il faut l'admettre. Lorsque l'Union africaine et avant l'OUA consacrent l'intangibilité des frontières, c'est qu'ils veulent qu'on reste toujours des micro-États fragmentés qui seront toujours sous la domination du bloc occidental. Nous avons décidé, désormais, en ce début de siècle, du 3e millénaire, nous avons décidé d'arrêter ce paradigme, de mettre fin à la logique du pacte colonial initié à Berlin. Pour cela, il nous faut une conférence antithétique, antithèse. Cette conférence se fera à Bamako. Bamako a la même initiale que Berlin, B. Et elle se fera à Bamako avec les Africains sans les Européens. Et il n'est plus question de consacrer le partage de l'Afrique, mais plutôt de réunifier le continent africain sur une période de 50 ans. Et comment nous comptons faire cela? Nous comptons, si la conférence de Bamako est un succès, nous comptons arrêter un agenda qu'on appelle l'agenda panafricain 54-5-1. Ça veut dire quoi? En 2030, lorsqu'on se sera débarrassé de la France-Afrique, lorsqu'on aura défrançafricanisé le continent, lorsqu'on sera arrivé à cette date-là, 2030, nous allons entamer les 25 premières années du processus de fédération du continent pour aller de 54 États à 5 États en 2055. C'est un projet pour la jeunesse. Il faut qu'elle écoute. C'est elle qui va devoir mener ce combat. Nous, on commencera et on mourra en chemin et on passera le relais. Donc, en 2055, il faut que l'Afrique ait 5 États fédéraux régionaux, 5 monnaies, 5 présidents qui pèseront sur la scène internationale. Ensuite, quand cette génération passera, une autre prendra le relais
pour les 25 prochaines années, pour passer de 5 États à un seul État fédéral continental en 2080. Et on est sûr que si un jour nous avons les États-Unis d'Afrique en 2080, nous disposons du continent le plus riche de la Terre, nous aurons la population la plus jeune du monde, nous aurons des chefs d'État panafricanistes et souverainistes compétents. L'Afrique sera prête pour être la première puissance mondiale du prochain siècle. Donc c'est un enjeu, c'est vrai, un défi que la jeunesse doit relever. Et nous sommes là pour lancer ce processus. Oui, vous parlez du panafricanisme et vous êtes un leader politique. Et certains pensent que le panafricanisme ne reste toujours qu'un discours. Comment vous allez faire pour transformer ce discours à une réalité? Parce que vous êtes un leader politique. Oui. Il faut absolument s'inscrire dans la logique de la prise du pouvoir pour passer de la parole théorique à l'action pratique, à la praxis, comme disait Karl Marx. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes candidat. C'est d'ailleurs pourquoi je suis candidat. C'est d'ailleurs pourquoi je soutiens la candidature de mon frère Boubacar Bokoum, la candidature d'Ousmane Sonko au Sénégal, la candidature de toutes les personnes qui s'inscrivent dans la logique de ce qu'on va appeler la conférence de Bamako. Il nous faut maintenant sortir des cercles intellectuels, des arcanes de réflexion sur le panafricanisme. Il faut sortir de là, puisque la réflexion est achevée. La sensibilisation a été faite. Pendant près de 10 ans, les influenceurs qu'il faut saluer ici, Kémy Séba, Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi, que nous saluons au passage et dont nous soutenons le combat, Amina Fofana, qui est ici, Ben Le Cerveau, Mohamed Traoré, Donald Gouma, donc tous ces jeunes Africains qui ont pris conscience qu'il fallait sensibiliser les jeunes Africains pour les véritables enjeux. Nous croyons, même si nous n'avons pas les chiffres statistiques, nous croyons qu'aujourd'hui, la masse critique de la jeunesse sensibilisée a été atteinte. Mais maintenant que les gens sont sensibilisés, comment peut-on agir de manière concertée? Eh bien, nous avons mis en place l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté, qui est un cadre, un réceptacle de toutes les idées panafricanistes, de tous les horizons. Et ensuite, dans ce réceptacle, on imagine des stratégies collectives et on les réalise de manière synchronisée sur la terre d'Afrique. Je donne un exemple de synchronisation. Vous êtes optimiste. Je suis un afro-optimiste. Et je demande aux afro-sceptiques de nous rejoindre. Car l'afro-scepticisme produit le sous-développement. L'afro-optimisme donne la perspective d'une renaissance africaine. Je vais finir sur la prise du pouvoir. Quand une réflexion est achevée, quand on a fait le contour d'une théorie, et quand on est persuadé que cela peut être réalisé, surtout qu'on a avec nous l'expérience de ceux qui ont tenté, comme Kwame Nkrumah, et qui n'ont pas réussi. Nous avons ce recul, cette distanciation critique. Quand nous avons tout ça, mais le temps est venu maintenant de passer à l'acte suprême. C'est la prise du pouvoir. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle au Gabon et j'entends être élu et j'entends prêter serment et exécuter mon mandat en 2023. Donc c'est une prise de pouvoir et nous allons appliquer les idées de souverainisme et de panafricanisme. Par exemple, le démantèlement de la base militaire du camp de Gaulle de Libreville sera exigé par le nouveau président que je serai. La sortie du franc CFA est une option qui est réfléchie et qui sera sur la table. La non-ingérence des Français dans les affaires du Gabon sera d'actualité. Si maintenant cela est possible au Gabon, cela doit être aussi possible dans les autres pays qui vont connaître des élections présidentielles. Je vous rappelle qu'en 2024, il y a une élection présidentielle ici, au Mali. On espère qu'un candidat panafricain va se présenter et aura le soutien des autres panafricains. Il faut mettre une chaîne de solidarité panafricaniste pour soutenir tous les candidats panafricains qui voudront prendre le pouvoir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin et que sais-je encore. Donc, nous allons quitter alors la partie virtuelle du débat panafricaniste pour entrer dans la partie réelle de l'action politique. C'est ainsi que nous pensons pouvoir maintenant appliquer de façon très claire les idées panafricanistes en prenant le pouvoir dans nos pays. On va vers Boubacar Bokoum. Boubacar Bokoum, actuellement, souvent on entend beaucoup parler, la voix panafricaniste s'élève souvent, mais souvent on n'entend plus parler, ou bien qu'est-ce qui fait cela? Souvent on entend, il y a trop de mouvements concernant le panafricanisme, mais souvent voilà, la voix baisse. Qu'est-ce qui fait cela? Vous savez, l'actualité politique... Non, en fait, il faut comprendre que les dynamiques de la réflexion ne s'arrêtent
fait pas. Il y a plus de 60 ans que les gens réfléchissent. Nous, par rapport au Mali, depuis déjà 2000, nous avons mis en place un modèle de résultats de recherche. Et nous sommes allés défier le président Ouad chez lui à Dakar contre son produit, le NEPAD. Donc, nous avons travaillé, nous avons réfléchi. Maintenant, vous savez, dans la communication, c'est l'actualité qui définit ce qui doit être dit. Les panafricanistes que nous sommes, nous sortons de notre réserve quand nous pensons qu'il y a des choses qui dérangent. On ne peut pas passer tout notre temps à parler et à prêcher dans le désert. Nous sommes aujourd'hui dans l'action. Ce qui fait qu'effectivement, à un moment donné, quand on a fini les réflexions, il faut aller des idées à l'action. C'est ce qui nous oblige à aller en politique. Sinon, au départ, j'appartiens à un centre d'études stratégiques dans lequel on a travaillé sur toutes les équations économiques possibles, avec tous les scénarios possibles. Mais malheureusement, quand vous les proposez aux dirigeants, eux-mêmes sont dans l'indignité, ils sont effectivement dans une posture où eux-mêmes sont complices de nos prédateurs, ce qui fait qu'effectivement le message ne passe pas. Donc on s'est dit à un moment donné... Mais qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait réellement cela? Parce que souvent, est-ce que les dirigeants n'ont pas peur d'entamer cette lutte? Mais forcément, ils ont peur parce que, vous voyez, les conflits de post-électoraux dans nos pays viennent du fait que souvent, si le peuple exige qu'il y ait un président qu'eux-mêmes veulent. Chaque fois que vous avez un président qui est aimé par son peuple, vous avez forcément, s'ils n'ont pas pu renverser en volant les élections pour donner à celui qui n'a pas gagné, on crée un conflit post-électoral. Donc, dans le conflit post-électoral, vous avez 90% de chances d'être tué. Nous qui sommes dans le combat panafricain, mais nous sommes sous attaque quotidienne. La preuve en est qu'aujourd'hui, Niamsi, il est suspendu de ses fonctions professorales de façon injuste. Il s'agit de Franklin Niamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, Wa Mali. Donc, un panafricaniste qui, d'après les services de renseignement français, joue contre les intérêts de la France. Donc ça veut dire que Franklin veut les intérêts du Mali. Il veut les intérêts de l'Afrique. Et comme cela dérange les intérêts de la France, alors qu'il est français et qu'il vit en France, donc on lui coupe les vivres. C'est qu'on a tenté en nous faisant l'embargo en disant que ok, vous décidez de nous quitter, vous décidez de chasser tout le monde, nous on vous coupe l'argent. Donc ça va amener que le peuple se révolte. Donc si est-ce le que président... c'est pas ce genre de choses qui oui, mais ça fait partie du combat, il faut l'intégrer. Quand on est un leader, il faut intégrer. C'est ce qu'on appelle effectivement la guerre économique mondiale. Alors, le monde est fait sur la base d'intérêts. Alors, les Européens ont décidé de braver les océans pour venir chercher les ressources dont ils ont besoin chez nous. Alors, Diantre, comment voudriez-vous que nous qui sommes les propriétaires de ces ressources, on s'assoit tranquillement et on trouve que c'est tout à fait normal qu'ils prennent nos ressources, c'est tout à fait normal que nous vivions de subsidies. Et quand nous, on parle de ça, on dit non, vous êtes des rêveurs, vous êtes contre la France, mais on est contre personne. On veut juste que ce qui nous appartienne puisse nous revenir de droit. Pour caricaturer ce que je dis, c'est juste dire, comme vous êtes d'obédience musulmane, peut-être que M. Ngomo ne comprendra pas ce que je vais dire. Mais la caricature, c'est de dire qu'à la fête de Tabaski, vous payez un bœuf. Et vous ne savez pas égorger, vous ne savez pas dépecer. Vous appelez le boucher, il dépèce pour vous et il vous donne la peau. Il vous dit, monsieur, vous avez bien fait de payer un beau bœuf à 500 000 francs CFA. C'est gentil, mais vous ne savez rien faire. Vous ne savez pas l'égorger, vous ne savez pas le dépecer. Je le fais pour vous. Et vous prenez les os et la tête et puis vous dégagez. Alors, c'est ce qui se passe avec les Africains dans nos contrats miniers. C'est ce qui se passe avec les Européens par rapport à tout ce que nous avons comme relationnel. Vous prenez le FMI et la Banque mondiale. Moi, en tant que Mali, je définis que ma priorité, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Je monte mon dossier, le FMI me dit, monsieur, je suis désolé, je ne peux pas financer ça, mais si c'est l'homosexualité, écoute, j'ai de l'argent pour vous. Alors, comment voudriez-vous qu'un État africain qui doit définir lui-même ses stratégies soit inféodé à d'autres systèmes? Donc, à un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu le plan Marshall. Alors, ils ont mobilisé des ressources pour aider des pays européens qui étaient en mal après la Deuxième Guerre mondiale. Et récemment, on a vu le cas en Ukraine, parce que c'est des Ukrainiens, c'est des Européens, ce n'est pas des nègres comme nous. Et nous, les nègres, on a des difficultés. Personne ne mobilise autant d'argent. En 2012, quand il y a eu la crise au Mali, M. Djangouna Traoré, président de la transition, est parti à Bruxelles. Il s'est fait insulter copieusement par les Bruxellois pour lui dire
que nous sommes dans la léthargie intellectuelle. Ils ne sont pas prêts à nous donner de l'argent. On a été humiliés à Bruxelles en 2012. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Comment des pays qui viennent prendre les ressources chez nous, qui s'enrichissent sur notre dos, c'est eux qui définissent les règles du monde et c'est avec eux que nous allons emprunter. Emprunter, ça veut dire que nous nous endettons. La richesse ne nous appartient pas. Donc, aujourd'hui, nous disons qu'il faut s'inscrire dans la stratégie de création de la richesse, dans la stratégie de la rétention de la richesse, dans la stratégie de la distribution juste et équitable de la richesse si nous voulons de la stabilité. Voilà de quoi est-ce que nous parlons. Donc en réalité, c'est pour juste vous dire qu'aujourd'hui, les enjeux sont dans l'ordre économique. Tous les pays du monde se battent pour leurs intérêts économiques. S'ils doivent tuer l'ensemble des 20 millions de Maliens que nous sommes pour sauver la France, Macron ne va pas hésiter. Donc c'est à nous de comprendre qu'aujourd'hui, nous dormons sur des ressources stratégiques énormes, importantes. Alors, si quelqu'un d'autre peut quitter l'outre-mer pour venir s'approvisionner en uranium chez nous, mais pourquoi nous-mêmes ne nous approprions pas de cet uranium pour faire ce que nous devrions faire? Aujourd'hui, vous prenez le cas du Niger. Vous n'avez même pas d'électricité au Niger. Et pourtant, c'est le Niger qui fournit l'uranium qui permet aux centrales nucléaires françaises de fonctionner. Alors, donc, il faut que l'Afrique se réveille. Dieu nous a gâtés avec beaucoup de ressources. Du lithium, du cobalt, de l'or, du pétrole, du bois. Je ne peux pas tout citer. Mais malgré tout ça, malgré avec notre diaspora, notre intelligence, nos capacités intellectuelles, de jeunes cadres compétents, nous sommes dans un système où aujourd'hui, quelques-uns sont dans l'usurpation du pouvoir. Est-ce que ces gens ne se sont pas inscrits dans l'indignité? Est-ce qu'ils sont dignes de porter les fonctions de président de la République? Parce que quelqu'un qui s'engage comme président de la République, tu t'engages pour ton peuple, pour répondre aux besoins de ton peuple, mais pas pour répondre aux besoins du président de la République française. Fut-il celui qui finance votre campagne, fut-il celui qui finance votre maison, fut-il celui qui entretient votre vie et quand vous êtes malade, c'est lui qui vous reçoit chez lui. Donc nous pensons aujourd'hui que le continent africain, nous devrons nous réveiller, savoir que nous avons tout le potentiel qu'il faut et il n'y a pas de raison, ce n'est pas un rêve. Vous savez, je vais finir par là en disant qu'un pays qui ne rêve pas disparaît. Parce que tout ce que l'on fait, c'est à partir des rêves. On rêve d'abord, on le conceptualise de façon idéologique et on le matérialise. Donc ceux qui prétendent que nous, les panafricanistes, nous sommes des rêveurs, je les renvoie à leur doctrine de philosophie. La matière et la spiritualité sont deux choses qui vont ensemble. C'est l'unité et la lutte des contraires. Donc on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer la matière grise de la matière. Nous réfléchissons, nous conceptualisons, nous modélisons et nous partons à l'action qui permet de matérialiser les résultats de nos réflexions. Donc nous ne sommes pas en train de rêver, nous savons de quoi est-ce que nous parlons, nous savons aussi que c'est possible. Les afro-pessimistes à 90% regardent les réalités, c'est ce que nous appelons la tyrannie du statu quo. Aujourd'hui nous sommes coincés par le système financier mondial qui définit toutes les conditionnalités de notre développement économique, social et culturel. C'est là où même je voulais poser la question, avec ces pressions-là, est-ce que le peuple africain peut se libérer? Mais un peuple qui refuse de se battre va mourir. Nous, on n'a pas peur de se battre. Nous sommes sous attaque. Oui, vous voulez que les Occidentaux vous laissent vous développer? Vous voulez que les Occidentaux vous laissent... je vais vous prendre l'exemple de l'usine de Baguineda, qui faisait la tomate, Socoma. On l'a vendue par le fait de l'ajustement structurel. Quelqu'un l'a acheté et on l'a tué pour pouvoir importer la tomate de l'Italie. Vous pensez qu'un pays comme l'Italie ou un pays comme la France va vous aider à développer votre ciment, à développer le sucre, à développer la tomate, et eux, leurs industries vont fonctionner comment? C'est à vous de vous battre. C'est un marché, c'est l'international, c'est la guerre économique. Vous devez mériter votre place dans le monde. Donc, ne soyons pas des fainéants qui dorment, qui pensent que tout doit venir de l'Europe, que nous devons être assistés. Et même pour nos budgets, il faut que l'aide budgétaire vienne de l'Union européenne. Même l'Union africaine se fait financer en partie par l'Union européenne. Mais il faut qu'on arrête d'être ridicule. Il faut qu'on arrête d'être ridicule. Il faut qu'on arrête d'être ridicule. On est un vaste continent où les ressources existent, où nous avons besoin de travailler. Mais on ne peut pas prétendre travailler et on ne veut pas transpirer. C'est quelle façon de comprendre les choses? Je pense que oui, c'est difficile. Le monde, ils ne vont pas nous faire des cadeaux. Mais on n'a qu'à se lever, attacher la ceinture et aller prendre ce qui nous revient des droits. Mais ne pensons jamais qu'en dormant, la France va décider de nous laisser tranquilles. Ils vont laisser demander aux djihadistes de quitter chez nous tranquillement. Donc, non, c'est à nous de le faire.
C'est à nous de faire ce combat. Le combat économique, c'est à nous de le faire. Et nous devons nous donner tous les moyens. Tous les moyens, je dis bien. Oui. Je dis bien tous les moyens. Pour pouvoir réaliser non seulement les États-Unis d'Afrique, non seulement la souveraineté économique, monétaire et financière du continent. Pour terminer, je voudrais juste dire que par rapport à la démarche de M. Ngomo, qui a compris que le Mali est l'épicentre. Alors nous ne voulons pas que cette situation, ce qui est amorcé au Mali, soit étouffé. Donc nous pensons que la situation, elle doit être irréversible. Et pour qu'elle le soit, aujourd'hui, il faut que le Mali rentre dans la dynamique de quitter la CEDEAO, de quitter l'UMOA. Est-ce que ça c'est possible? Pourquoi vous pensez que ce n'est pas possible? Parce qu'actuellement, le Mali est en train de suivre la voie de la CEDEAO jusqu'à présent, malgré... non, ça c'est une façon de comprendre, parce que ça c'est la diplomatie. Oui. Je pense que Assimi Goïta et ses hommes jouent au fin limier en attendant d'arriver à ces résultats. Mais il faut que vous, qui êtes les jeunes, compreniez les vrais enjeux et que vous compreniez la direction qui est actée. Aujourd'hui, il s'agit d'aller en rupture de banc, mais on a besoin du peuple, de la compréhension réelle de la population pour motiver, stimuler et réaliser ce qui est en train d'être fait. Parce que tout est dur. Vous savez, aujourd'hui, quand vous quittez la CEDEAO, c'est quelle CEDEAO? C'est la CEDEAO des voyous chefs d'État. Je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko au Sénégal. Vous avez entendu un seul communiqué de la CEDEAO pour condamner ce qui s'est passé? Pour dire qu'on va protéger Sonko? Ou bien pour dire que nous allons venir en prévention du conflit, parce qu'on vient après quand il y a un coup d'État. Mais quelles sont les conditions qui créent le coup d'État? Mais c'est le désordre, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la mauvaise distribution de la justice, c'est la mauvaise distribution de la richesse. Donc en amont, le protocole de bonne gouvernance de la CEDEAO a des mécanismes qui permettent effectivement d'empêcher que cela n'arrive. Alors il y a une crise dans un pays qui appartient à la CEDEAO. Vous ne pipez mot, vous ne dites rien. Mais vous attendez maintenant tranquillement, soit Sonko descend dans la rue, il y a un carnage, ou il y a un coup d'État au Sénégal. Ensuite, maintenant, vous venez dire que vous venez pour condamner les coups d'État et décider de dire on pèse des sanctions, on fait ci, on fait ça. Donc, à un moment donné, la CEDEAO qui existe aussi est une CEDEAO mise en place par des chefs d'État. Donc, c'est un consortium, un syndicat de chefs d'État. Ils ne sont pas là pour les peuples. Donc, quand je dis sortir de la CEDEAO, on peut crier parce que c'est l'intelligence africaine qui a créé la CEDEAO. Maintenant, si des chefs d'État véreux se sont trouvés dans la CEDEAO et qu'ils utilisent la CEDEAO pour les intérêts d'autres personnes, nous créons des entités plus viables. Quand vous prenez le FMI et la Banque mondiale, aujourd'hui, la Russie et ses partenaires ont décidé de créer le BRICS. Donc, ils vont sortir d'un bloc. Donc, sortir d'une entité ne veut pas dire que on cherche une déconflagration du continent africain. Au contraire, nous sommes des panafricanistes. Nous cherchons l'union, mais une union saine, qui n'est pas vicieux par les éléments de la France-Afrique. Donc si nous devons faire une unité africaine, ça doit être des entités qui ne sont pas infiltrées par ces voyous. Donc nous sortons d'un système qui appartient déjà à cette manne, à cette élite qui ne milite pas pour l'Afrique. Deuxième élément, l'UMOA. L'UMOA parce que c'est la monnaie. Celui qui détient ta monnaie contrôle ton cerveau, contrôle ton ventre. Et quand quelqu'un a faim, ce n'est pas évident qu'il soit capable de réfléchir. Donc, cette souveraineté monétaire commence par la sortie du franc CFA qui n'est que du papier, qui n'est qu'une monnaie de singe, qui n'est que de la duperie. Parce que nous rachetons les billets qui existent en France par celui de l'or. Tout ce que nous faisons. Alors, pourquoi nous achetons tout avec l'or et que nous ne pouvons pas utiliser cet or pour acheter ce dont nous avons besoin ailleurs? Donc si nous avons cette possibilité, c'est à travers une monnaie que nous-mêmes nous aurons créée et qui est adossée à cet or. Ça veut dire que l'or, si vous avez un wari, comme on le dit dans le jargon aujourd'hui, un wari contient peut-être 2 grammes d'or. Donc n'importe où dans le monde, quand vous avez besoin d'un produit qui coûte 2 grammes, vous êtes capable de le payer dans la valeur des 2 grammes. Mais aujourd'hui, vous avez un papier qui ne sert à rien que localement, entre nous. Et quand vous arrivez même à Paris, vous n'êtes même pas capable d'avoir un paquet de cigarettes avec un billet de francs CFA. On va revenir avec ça. Et M. Privat Ngomo, il y a une relation entre l'Afrique aujourd'hui qui s'élève maintenant, entre l'Afrique et la Russie. Et comment vous voyez ces relations-là, qui est d'actualité aujourd'hui? Mais c'est une relation ancienne. Et le temps est peut-être venu d'éclairer les Africains sur cette relation entre la Russie et l'Afrique. D'abord, le mot slave, slavery, qui veut dire en français esclavage. Le mot slave
vient d'un peuple qui s'appelle les Slaves. Et les Slaves, ce sont les Russes. Donc, c'est la manière inhumaine dont on a traité le peuple slave qui a donné slavery, qui a donné esclavage. Donc, les Russes, pendant longtemps, ont été très maltraités par leurs frères asiatiques. Donc, quand vous regardez maintenant la projection historique, les Russes n'ont pas participé à l'esclavage en Afrique. Regardez les peuples qui ont esclavagisé le continent. Vous ne trouverez pas les Russes. Donc, nous n'avons pas connu un traumatisme collectif africain qui a été réalisé par les Russes. Ils sont, sur ce point, innocents. Ce n'est pas le cas de la France, ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne, ce n'est pas le cas de l'Espagne et du Portugal, pour ne citer que ces nations-là. Et j'ai oublié même celle des États-Unis. Donc, voyez-vous, rien que pendant déjà ce premier traumatisme qui a duré 3 siècles, nous parlons de 300 ans, la Russie n'a pas trouvé le temps, pendant 3 siècles, de venir en Afrique nous esclavagiser. Voyez-vous? Est-ce qu'avec cette tendance-là, la Russie aussi ne va pas... Je poursuis. prendre Il faut avoir la dynamique historique pour après juger un homme. Un homme se juge aux actes qu'il pose. Une nation également. Donc, voyez-vous, sur le premier traumatisme que nous avons connu, en rapport avec les Occidentaux, eh bien, la Russie est innocente. On ne peut pas l'accuser d'avoir pratiqué l'esclavage chez nous en Afrique, d'autant qu'elle-même, c'est-à-dire les Russes, sont à l'origine de ce mot, slavery. Lorsqu'il y a eu maintenant la colonisation, je vous ai parlé de la conférence de Berlin, où les Russes étaient représentés, l'Allemagne aussi, la Suède était représentée, le Portugal, l'Espagne, la France. Ils se sont partagés l'Afrique. La Russie a-t-elle eu un bout de terre africain? Non. Non. La Russie a participé à la conférence de Berlin, mais n'a eu aucune terre en Afrique. Donc, elle ne s'est pas rendue coupable du partage et du dépeçage du continent africain. C'est un deuxième point positif qu'elle marque vis-à-vis des Africains. Quand arrive maintenant la folie de grandeur d'Hitler, qui a voulu dominer le monde entier, car l'Allemagne a estimé, et c'était judicieux, de penser qu'il suffisait simplement de faire tomber les empires coloniaux pour accéder à leurs colonies. C'est ce que l'Allemagne a fait. Mais elle a été vaincue par qui? Par les Russes. Et lorsque nous, les Africains, comme disait mon frère Bokoum, nous sommes partis comme des chairs à canon nous battre contre l'Allemagne nazie, aux côtés des Occidentaux, ces derniers, De Gaulle, avait promis l'indépendance, la liberté aux pays africains. Mais lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, qu'a fait De Gaulle? Mais il s'est déjugé. Il n'a pas respecté sa promesse. Absolument. Et alors il a fallu que nous nous battions pour récupérer maintenant notre liberté. Les autres pays ont pris les armes. Qui les a aidés? Qui a aidé les différents pays africains qui sont lancés dans les mouvements indépendantistes? Mais c'est l'Empire soviétique. Car de l'Empire de Russie, on est passé à l'Empire soviétique avec la révolution bolchevique de 1918 et 1919. Donc, la Russie a aidé les Africains à se débarrasser des griffes des empires coloniaux. La Russie a soutenu l'Algérie, d'Ahmed Ben Bella, contre la France. La Russie a soutenu Sékou Touré, le Guinéen, contre la France. La Russie a soutenu Amical Cabral, la Guinée-Bissau, contre le Portugal. La Russie a soutenu Agostinho Neto, d'Angola, contre le Portugal. La Russie a soutenu Edouard Mondlane ou encore Samora Machel, du Mozambique, contre le Portugal. La Russie a soutenu la plupart des colonies britanniques, Zambie, ou alors à l'époque la Rhodésie devenue Zimbabwe, la Tanzanie, contre le bloc britannique. La Russie a soutenu l'ANC de Nelson Mandela. Donc, chaque fois que les Africains ont eu besoin de se débarrasser des griffes du bloc occidental, les Russes ou les Soviétiques ont été présents. Et là maintenant, les Russes sont en train de nous aider. Certains disaient qu'au moment où Kadhafi était au pouvoir en Libye, la Russie n'a pas pouvoir mettre ses veto pour ne pas que l'OTAN frappe la Libye. Comment vous voyez cela? Vladimir Poutine a expliqué que l'OTAN a trompé. L'OTAN a trompé le monde. Ils partaient pour une mission particulière et ils ont dérapé. Poutine l'a expliqué. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui est de la Syrie, il a mis le holà. Est-ce que cette raison tient debout? Mais bien sûr, puisque vous parlez là d'une seule raison. Je viens de vous donner pratiquement 500 ans d'histoire. Vous allez mettre en cause
500 ans d'histoire par rapport à une décision où on sait que l'OTAN a trompé le monde. Il était question de mettre un couloir aérien. C'était tout. Il n'était pas question de descendre, capturer Kadhafi et l'assassiner. Quand ça a été fait, la Russie a pris acte. Et voilà pourquoi elle n'a plus voulu qu'en Syrie, cela se répète. Je veux dire que la Russie a toujours été du côté des Africains. C'est ça qu'il faut aujourd'hui annoncer. La Russie a soutenu le président Touadéra pour vaincre les rebelles soutenus par la France. La Russie est en train d'aider le Mali d'Assimi Goïta contre des djihadistes. La Russie va aider certainement le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Donc, quand vous regardez finalement, je termine là, le parcours de la Russie, vous ne pouvez en aucun cas dire que nous allons remplacer le maître colon français par le maître colon russe. Parce que chaque fois que les Russes nous ont aidés à nous libérer des griffes occidentales, ils n'ont pas imposé leur langue, le russe, ils n'ont pas imposé les bases militaires dans le pays libéré, ils n'ont pas imposé la monnaie, le rouble, ils n'ont pas fait. Voilà les éléments qui montrent de manière factuelle que la Russie n'est pas un prochain colon, c'est un peuple qui respecte la souveraineté africaine et qui veut développer avec nous des rapports d'égal à égal. C'est ça le nouveau partenariat que l'Afrique recherche désormais. Aujourd'hui aussi, on parle de la fédération Mali-Burkina, Guinée. Comment vous pensez de cela en tant que panafricaniste? Oui, ça aussi, c'est un chemin vers le panafricanisme en réalité. D'abord, je me réjouis que nous avançons vers les États-Unis d'Afrique. On commence petit. Et il faudra travers l'union de ces trois pays. Et bien sûr, dans le 54-5-1, le projet qui doit nous faire passer de 54 États à 5 États fédéraux régionaux et de 5 États fédéraux régionaux à un seul État fédéral continental dans le temps. Mais si déjà nous avons la fédération Mali, Burkina Faso et Guinée-Conakry. Bon, ça fait penser un peu à la fédération du Mali, à l'époque du Modibo Keïta, qui a été explosée par la France à travers donc son valet Senghor. Mais moi je peux que me réjouir, car c'est peut-être là l'embryon de l'État des États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Il faut se réjouir de cela et maintenant espérer, d'abord qu'il y ait cette doctrine idéologique qui soit comprise par l'ensemble des Africains de la zone de l'Ouest, pour que même si, après, les leaders qui sont aujourd'hui aux affaires viennent à partir, eh bien, on poursuit ce travail de fédération. Moi, je me réjouis et il faut vraiment dire à ces présidents qui sont sur la bonne voie et qu'il faut qu'ils accélèrent. On peut avoir une armée de ces trois pays réunis, on peut avoir une monnaie, et là je rejoins mon frère, qui sera une monnaie de ces trois pays, adossée sur la richesse de ces trois pays. Donc rien n'est impossible à l'esprit humain pour peu qu'il se donne la volonté et la capacité de réaliser ce qu'il a projeté. Donc moi je me réjouis de cette fédération et j'espère vraiment qu'un jour elle portera un nom et ce sera l'embryon des États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Et j'espère qu'au niveau de l'Afrique centrale, on pourra aller dans ce sens aussi vers les États-Unis d'Afrique centrale, les États-Unis d'Afrique de l'Est, les États-Unis d'Afrique australe et les États-Unis d'Afrique maghrébine. Ça nous fera donc 5 États fédéraux régionaux et 5 présidents africains qui parleront maintenant pour l'Afrique et non pas les 54 présidents qui ne sont que des petits roitelets et qui ne pèsent pas sur la scène internationale. Très rapidement, vous êtes candidat à l'élection présidentielle au Gabon. Vous faites face à un poids lourd qui est Ali Bongo Ondimba. Comment vous voyez l'avenir? Ali Bongo était un éléphant sans défense. Très rapidement. Oui, on va aller rapidement. Ali Bongo est un éléphant qui a perdu ses défenses. Il est désormais inoffensif. Et nous avons une stratégie de contournement. Car le PDG n'est pas en réalité très fort. Depuis 1993, le parti au pouvoir a son candidat qui est battu systématiquement par le leader de l'opposition. Simplement. La France, comme il disait, impose non pas le candidat qui a été élu par le peuple, mais son candidat à lui. Et ce candidat n'a d'autre légitimité que celle que lui donne la France, et donc il laisse la France piller notre pays. Nous avons donc décidé de partir à cette élection présidentielle en sachant qu'on pourra battre un éléphant sans défense. Mais nous disons qu'au-delà de la marionnette qu'est Ali Bongo, il faudra s'attaquer aux marionnettistes qu'est la France officielle. Votre poids politique au Gabon s'annonce comment? Écoutez, il est difficile de donner des chiffres statistiques parce que chez nous au Gabon, les sondages sont interdits. Donc je ne peux pas vous dire ce que je pèse. Donc c'est quand nous allons faire des meetings, quand nous allons avoir la possibilité de nous exprimer et d'aller sur le terrain, que vous allez voir le poids. Et votre relation avec les Gabonais de l'extérieur?
Je communique beaucoup sur mes pages Facebook, mes pages YouTube, et je pense à la diaspora gabonaise que je salue, et au-delà de la diaspora gabonaise, la diaspora africaine, car moi je souhaite que ce ne soit pas une affaire gabono-gabonaise. Oui. Cette élection présidentielle, elle ne va concerner que les Gabonais pour aller voter. Mais je veux que chaque Africain se sente concerné par cette élection, parce qu'il s'agit pour nous de garantir l'alternative, c'est-à-dire changer le système france-africain qui malheureusement gangrène la plupart des pays de la zone francophone. Et donc si nous nous battons pour changer le Gabon, il faut que les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens qui veulent la même chose se battent aussi pour nous. Quand le temps viendra, nous aussi on va leur envoyer l'ascenseur. Il faut désormais que cela existe, qu'il y ait cette ingérence des Africains dans les affaires d'un pays voisin. Il faut qu'on sorte des enclos coloniaux dans lesquels la France nous a enfermés, et grâce à ça, elle peut nous diviser et donc elle peut nous dominer. D'accord, nous allons vers Boubacar Bokoum. Boubacar Bokoum, vous êtes chef de parti politique, comme votre frère qui a déjà annoncé sa candidature. Vous aussi, vous allez faire comment, puisque prochainement, dans peu de temps, il y aura les élections chez nous. Vous n'êtes pas sans savoir quand même que je suis président des partis politiques, donc naturellement, je suis candidat aux élections présidentielles de 2024. Oui. Alors, l'idée, c'est de dire, comme M. Ngomo l'a dit, le problème pour nous, ce n'est pas être des petits chefs d'État, des petits rois dans nos petits espaces isolés. Oui. L'idée, quand vous avez posé la question à M. Ngomo, il pèse quoi? Oui. Il pèse une tête. C'est le plus important. Ce n'est pas le nombre de marionnettes que l'on rassemble autour de soi avec une grande communication qui fait d'un homme politique un homme politique. Parce que quand vous regardez aujourd'hui les anciens qui sont les restaurateurs aujourd'hui du système démocratique, oui, ils ont eu le temps de voler, de piller. Donc acheter des voix, c'est possible. Avoir des députés, c'est possible. Avoir des maires, c'est possible. Acheter des voix, c'est possible. Oui. Alors, vous demandez à un intellectuel d'implanter un parti, ça coûte les yeux de la tête. Ne nous demandez pas d'aller nous prostituer, d'aller voler l'argent public, d'aller prendre de l'argent ailleurs pour s'implanter. Ce qui est important pour nous, ce sont les projets. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe effectivement dans presque tout l'espace du continent. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un projet, une vision, une stratégie pour les Africains. Aujourd'hui, nous, au niveau de notre parti, nous avons dégagé une vision très simple. Nous avons compris que historiquement, mon frère Ngomo l'a rappelé, la charte de Kurukanfuga, ce n'est pas que Kurukanfuga, on a une histoire plus riche que Kurukanfuga. Kurukanfuga, c'est juste une partie visible de l'iceberg qui a été écrite naturellement par nos colonisateurs qui nous ont amené l'écriture et qui en parlent. Mais il y a autre chose plus importante que Kurukanfuga. Donc nous avons développé la vision de ce que nous appelons la dignité qu'il faut retrouver. Parce que chacun d'entre nous qui est issu d'une famille a une dignité. Et l'être humain, ça commence d'abord par ça, le respect de ta dignité. Ce qui a été bafoué par l'esclavage et la colonisation. Donc nous voulons retrouver cette dignité. Ensuite, nous avons des sociétés historiquement grandes. Quand on vous dit Diarra Traoré, ça veut dire quelque chose. Vous êtes issu d'une histoire, mon frère, en se présentant tout de suite, a parlé de sa lignée. C'est ce que nous appelons la grandeur de la société restaurée. Ça a un sens. Alors, le troisième élément, c'est de dire, mais pourquoi nous n'existons pas dans l'économie mondiale? Pourquoi on a plus de 80% de notre jeunesse qui chôme? Pourquoi nous avons autant de dépravation? Ça veut dire que nous dépendons d'un système, nous formons des gens dont nous n'avons pas besoin, nous ne sommes pas dans l'économie réelle. Pourquoi? Donc, il s'agit pour nous d'aller à la troisième étape, à la mobilisation des ressources internes pour pouvoir relancer l'économie. Et notre économie, ce n'est pas le coton, c'est l'agriculture, c'est l'élevage et la pêche. Donc nous, on ne fonctionne pas en termes de budget. Budget, ce n'est que le fonctionnement de l'État. Ça s'arrête là. Et le reste du peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il vit de quoi? Donc, fondamentalement, sur la base de ces 4 critères, oui, nous avons développé une doctrine économique qui définit notre capacité à être nous-mêmes. Donc la monnaie est au centre de notre politique de développement économique et social. Donc nous sortons de toutes ces entités non viables pour créer tout de suite la monnaie, mais la branche Afrique. Troisième élément, c'est de dire que nous avons la capacité de créer le plein emploi jeune. Aujourd'hui, les femmes et les jeunes ont besoin de travailler. Et nous avons cette capacité, à travers cette mobilisation interne, d'employer plus de 80% de la jeunesse, pas dans l'armée, pas dans la protection civile, parce que la politique de développement du continent continue à créer des crises pour nous permettre d'engloutir l'argent
et pour perdre notre jeunesse. Si cette guerre continue sous la forme militaire, dans 10 ans, dans 15 ans, vous n'avez plus de jeunes au Mali. Parce que toute la crème est en train d'être recrutée pour défendre la patrie. Simplement, cette patrie qui est attaquée par une bande de voyous, par une mafia, et qui a un dessous économique. Donc cette équation économique, nous allons la démonter pour ne pas permettre que nos enfants aillent mourir au front pour des causes qui ne sont pas réellement les enjeux nationaux. Alors l'autre chose, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez le développement économique, social et culturel, il est adossé à la valeur éthique et morale. Et les dirigeants que nous prenons aujourd'hui, la nouvelle génération, nous voulons avoir des dirigeants qui ont de l'éthique et qui ont de la morale. Donc vous ne pouvez pas mettre l'éthique et la morale dans le même vase que les voleurs. Alors, donc cette masse que les gens ont pour dire je suis implanté dans le pays, j'ai 50 comités, j'ai 50 sous-sections, j'ai 100 maires, j'ai 200 députés, mais c'est quel genre de députés que vous avez? Des voleurs, des députés qui n'apportent aucune valeur ajoutée par rapport à la construction nationale, mais qui vous donnent une certaine envergure pour vous permettre d'être dans le système de prédation. Donc ce qui est important dans un parti politique, c'est qu'est-ce que vous portez comme valeur, comme projet. Donc aujourd'hui, les projets que nous portons sont compris par la jeunesse de façon générale et qui savent que nous voulons apporter une relance réelle pour leur permettre, eux, de prendre les relais demain avec une économie qui n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas de dire que je suis président de CAI à Kidal, j'ai tant de structures. Le problème, ce n'est pas la structuration. C'est qu'est-ce que vous portez réellement comme projet, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée. Et les gens, en s'appropriant du projet, il faut éviter de tomber dans le culte de la personne. Il faut éviter de tomber dans le culte du parti politique. On n'appartient pas à un parti politique pour être sectaire. On appartient à un parti politique pour servir sa nation. Donc, l'esprit, c'est de dire qu'on amène des projets structurants qui vont permettre au Mali d'émerger, qui vont permettre au continent d'émerger. Il y a d'autres mouvements panafricains qui vivent au Mali ici. Est-ce que vous entretenez des bonnes relations avec eux? Ben, on est en train d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde, ceux qui sont panafricains et même ceux qui ne l'ont pas d'ailleurs, parce que la contestation ne nous dérange pas, c'est dans ça qu'on s'enrichit d'ailleurs. Mais ce qui est important de comprendre, ça veut dire qu'au moment de l'action, c'est pourquoi la conférence de Bamako est en train de préparer la plateforme pour réunir l'ensemble des panafricains et développer une stratégie commune qui va nous permettre de faire de l'Afrique un continent émergent. Si ce projet réussit, ça veut dire que sur le plan économique, l'Afrique, dans les 5 prochaines années, sera la deuxième puissance économique du monde. Vous voyez comment le projet il est ambitieux. Et c'est possible. Donc, c'est toutes ces plateformes et ces mécanismes, cette modélisation économique que nous sommes en train de mettre en place et de partager avec les autres panafricains et que les afro-pessimistes comprennent que l'afro-pessimisme ne nous sert pas. Soyons optimistes, soyons solidaires, soyons soudés et ce challenge, nous pouvons relever les différents défis. Mon mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de dire que nous invitons tous les panafricains à apporter leur soutien indéfectible à notre camarade Franklin Nyamsi, qui aujourd'hui est persécuté par l'État français. Alors, cela doit donner un déclic aux Africains pour comprendre. Si Nyamsi ne disait pas la vérité, pourquoi les autorités françaises s'acharneraient-elles sur lui? Pourquoi? Un monsieur qui n'est qu'un jeune professeur de son état, qui se met juste sur les réseaux sociaux à baratiner, pourquoi il inquiète autant l'État? Ça veut dire que ce qu'il dit a de la substance. Et si ce qu'il dit a de la substance, que les Africains ont compris, cette solidarité, cette chaîne de solidarité que nous sommes en train de mettre en place, ça fait peur, parce que simplement nous allons les exproprier de toutes nos ressources. Nous allons chasser toutes les multinationales qui nous exploitent de façon éhontée. Nous allons collaborer avec ceux qui seront d'accord avec nous pour partager la richesse de façon juste et équitable. Mais nous n'accepterons plus d'être volés par qui que ce soit. Et c'est ce qui fait peur à la France aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cet acharnement contre M. Nyamsi, c'est le travail formidable que les panafricains ont fait par rapport à l'éveil de conscience. Donc aujourd'hui, Macron se rend compte que son sommet France-Afrique qu'il a voulu bricoler a échoué.
quand il a voulu réajuster dans son centre d'études stratégiques pour voir quelle est la nouvelle orientation qu'il faut faire pour récupérer le Mali, pour que le Mali ne contamine pas les autres. On a traité de junte, on a fustigé toute personne qui peut avoir une acquaintance avec le Mali, et toute personne qui traite avec le Mali qui est menacée. Et récemment, vous avez vu ce qui s'est passé au Niger. Il a suffi que le chef d'état-major du Niger passe au Mali et le président Bazoum a été sommé de le changer. Donc tout ça, ça montre que quelque part, les démarches que nous sommes en train de faire, même si nous sommes aujourd'hui loin des résultats, nous savons que le fil nous tenons. Si vous voyez que pendant plus de 15 à 20 ans, nous continuons à nous battre, malgré les afro-pessimistes, malgré tout ce qu'on fait pour nous mettre les bâtons dans les roues, on continue à parler, on continue à résister. Ce n'est pas seulement pour le plaisir de parler, c'est parce que nous avons une conviction intime pour dire que l'Afrique vaut mieux que ça. Et nous allons nous battre pour que l'Afrique soit. D'accord. Monsieur Ngouma, nous sommes à la fin de ce débat. Et comment vous voyez la jeunesse africaine face à ce panafricanisme? Comment vous voyez? Vous avez une jeunesse africaine aujourd'hui décomplexée, complètement décomplexée, qui est consciente, qui est compétente et qui est agissante. C'est une jeunesse qui en fait a compris les véritables enjeux. Elle a été tenue pendant très longtemps dans l'ignorance des questions essentielles. On l'a formatée pour être un simple bétail, toujours à faire le jeu et le travail des hommes politiques france-africains qui étaient à la solde de la France. Aujourd'hui, il a dit, mon frère Bokoum, la sensibilisation apportée grâce au travail de ce qu'on appelle les influenceurs panafricanistes. Et si la masse critique est atteinte, cette jeunesse africaine a maintenant besoin de savoir quel rôle elle doit jouer concrètement. C'est comme si on l'a paré de son armure. On lui a donné tous les instruments, toutes les armes dont elle a besoin pour aller au combat. Maintenant, il faut qu'on lui montre qui est l'adversaire et comment se battre. Nous avons décidé de montrer l'adversaire, c'est la France-Afrique. Et au-delà de la France-Afrique, c'est ce qu'a dit mon frère, c'est le cartel financier mondial occidentaux centré. Et si cet adversaire est connu, si on sait exactement quels sont ses piliers, les instruments que l'adversaire utilise pour nous réduire donc à sa domination totale, si on sait ça, on montre maintenant les actions que nous devons mener à la jeunesse pour que l'un après l'autre, ces piliers de la domination soient brisés. Et quand nous aurons assuré la libération du continent grâce à cette jeunesse qui sera au combat, quand nous serons devenus souverains, c'est-à-dire nous aurons la capacité de décider pour nous-mêmes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les ordres viennent de l'Élysée. Quand on pourra décider, comme aujourd'hui le président Assimi Goïta décide pour le Mali, quand ce sera le cas pour toute l'Afrique, eh bien on va dire à la jeunesse africaine, voulez-vous évoluer en micro-État, 54 pays africains, ou bien voulez-vous devenir un seul État fédéral continental? C'est le travail qu'on doit faire, sensibilisation à la jeunesse pour que désormais, elle prenne en main son destin et elle comprenne que ce ne sont pas les Ukrainiens, ce ne sont pas les Russes, ni les Américains ou bien les Suédois qui viendront développer l'Afrique. C'est la jeunesse africaine. Et elle n'aura plus besoin de traverser le Sahara, d'aller mourir dans la Méditerranée, parce que les richesses du continent suffisent pour non seulement développer le continent africain, mais même développer toute la planète. Donc, il n'y a pas de raison que la jeunesse africaine ne comprenne pas ce message. Votre mot de la fin. D'abord, je suis très heureux et très flatté d'être sur la terre malienne. La terre de Soundiata Keita, de Kankou Moussa, de Soumanguru Kanté. Oui, je suis très heureux et très flatté. Et je veux féliciter le peuple malien pour l'exemple de courage, de dignité qu'il donne à toute l'Afrique. Nous commençons à comprendre qu'effectivement, il est possible pour l'Africain de dire non et de s'affirmer dans toute son intégrité. Je suis venu ici à deux titres. Premier titre, en tant que président de l'ONS, pour parler de la conférence de Bamako. Et j'invite vraiment les Maliens à suivre ce projet, à y adhérer, et puis à ensemble définir avec nous les contours de l'Afrique puissante et respectable que nous voulons pour les prochains siècles. Et c'est possible, ça ne dépend que de nous, car nous avons les atouts et nous avons les moyens pour peu qu'on se donne justement cette capacité d'action. Comment on peut vous rejoindre? Le deuxième titre, et je vous donnerai après mon contact, le deuxième titre, pourquoi je suis au Mali, c'est ma candidature à l'élection présidentielle du Gabon.
Je vous ai dit, notre approche est panafricaniste. Et donc, je veux être élu, je veux pouvoir prêter serment et diriger le Gabon avec le soutien des Africains, avec le soutien des Maliens. Donc, je veux que les Maliens me portent dans leurs prières, je veux que les Maliens s'impliquent dans la campagne présidentielle gabonaise, même si ils ne vont pas voter, ils peuvent au moins donner leur avis et amener les Gabonais à prendre conscience de certaines choses que eux, ici, ils sont en train de gérer. Donc, c'est important pour moi, vraiment, d'avoir le soutien de mes frères et de mes sœurs néo-panafricanistes maliens. Mon contact. Vous pouvez aller sur mes plateformes qui portent mon nom. Ngomo Privat. N-G-O-M-O-P-R-I-V-A-T sur Facebook. Mon mouvement politique, c'est le New Power au niveau du Gabon. New, N-E-W, collé Power, P-O-W-E-R. Le nouveau pouvoir. Nous voulons instituer au Gabon un nouveau pouvoir pour une alternative. Et naturellement, ceux qui souhaitent, je peux donner mon numéro de téléphone. Au niveau du Gabon, c'est le 00 241 77 29 51 20. Je reprends. 00 indicatif du Gabon 241 77 29 51 20. Donc vous pourrez m'avoir moi, mais après ce sera certainement le chargé de communication qui va répondre quand je serai vraiment impliqué dans la campagne présidentielle, c'est certain. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu et vous m'avez donné la possibilité de partager ces idées très intéressantes avec le peuple malien que j'adore. Merci à vous deux d'avoir passé sur notre plateau et c'est ce qui met fin à ce débat. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Et merci, bonne suite de nos programmes.